je vais vous parler de bulles, plus précisément d'abcès pulmonaire en fait, dont finalement c'est l'idée de ce staff, c'était de revoir un petit peu sur les stratégies diagnostiques et thérapeutiques, qui finalement sont pas si claires. Il n'y a pas beaucoup de patients qui ont ce type de pathologie, mais ça reste grave et c'est donc l'objet de ce staff aujourd'hui. Alors, pour situer un peu les choses en termes de mortalité, au début des années 1900, c'était quand même 75% de mortalité des abcès pulmonaires. Puis avec l'arrivée des antibiotiques, on est passé, après les années 40, à un peu moins de 10%. Et là, aujourd'hui, actuellement, dans le peu d'études qu'il y a sur le sujet, il y a entre 1 à 5% de mortalité, avec en précurseur le docteur Smith en 1927, qui avait fait une étude sur un modèle animal puisqu'ils s'étaient rendu compte en post-opératoire qu'ils avaient énormément de décès suite à des abcès pulmonaires à l'autopsie. Et donc, lui, il suspectait une origine dentaire et ou amygdalienne, donc il a pris plusieurs animaux différents. Et il leur a instillé dans la trachée les germes, le pus des patients des autopsies décédés. Pour voir si. Et en effet, il y avait des abcès qui se constituaient chez les animaux. Et au microscope, il a remarqué que c'était tout le temps plurimicrobien, qu'il avait au moins 4 germes à chaque analyse au microscope. Et en fait, à ce moment-là, il a fait la démonstration d'un des deux mécanismes physiopathologiques de la formation d'un abcès pulmonaire, qui est le mécanisme dit primaire. Puisque, en termes de physiopathologie, donc, il y a ce premier mécanisme qui est lié à l'inhalation des sécrétions oropharyngées. Ça peut être aussi l'évolution d'une pneumonie nécrosante qui évolue défavorablement. Et puis, dans un terrain d'immunodépression, ça c'est un petit peu à part. Et le mécanisme secondaire, c'est suite à soit une dissémination d'un sepsis extrapulmonaire, soit une obstruction bronchique chronique, qu'elle soit tumorale ou sur de l'inflammation chronique ou un BPCO, n'importe. Ça peut être une contamination par contiguïté aussi, par exemple les abcès sous-phréniques qui peuvent ensuite donner des abcès au niveau des bases. Et puis la coexistence d'une pathologie pulmonaire sous-jacente au sens large, pareil, c'est une pathologie du parenchyme qui gêne le drainage du poumon. Pour détailler un petit peu qu'est-ce qui cause les principales, sur les principaux cadres étiologiques, au niveau de l'inhalation, ça va être tout ce qui va être troubles de conscience, atteinte bulbaire, pathologie neuromusculaire et ensuite absence de toux et les patients aussi qui ont des reflux gastro-œsophagiens. Pour l'immunodépression, on a les diabètes déséquilibrés, les patients qui reçoivent des traitements immunosuppresseurs ou des corticoïdes et ou qui sont sous chimiothérapie. Pour les obstructions bronchiques chroniques, au premier plan les néoplasies, puis après pas oublier les anéopathies, par exemple médiastinales aussi qui peuvent jouer un rôle sur les bronches. Et la coexistence donc pathologies pulmonaires, c'est donc la BPCO, la fibrose, et aussi ce qui est retrouvé dans les séries, c'est la contusion pulmonaire, ce qui va aussi jouer un rôle, et notamment s'ils ont un pneumatocèle. En termes de microbiologie, sur la plus grande série, qui est une série de 256 patients des années 70 à 2000, qui est brésilienne, et finalement qui est superposable avec d'autres études qui ont été faites. Finalement, on a principalement donc, des aérobies et des anaérobies qui sont peu différents des germes retrouvés sur des pneumonies communautaires. Avec notamment la Klebsiella pneumoniae qui sur une dernière série là, de Taïwan était commençait à être le germe prépondérant sur les abcès, sachant que il est pas, même si c'est d'ordinaire plurimicrobien, c'est pas exclu qu'il y ait un seul germe, typiquement comme la Klebsiella ou le Pseudomonas ou les staph, qui sont le staphylocoque qui donne des pneumopathies abcédées d'emblée et qui peut être le seul germe en cause. Et puis après, les anaérobies, plusieurs, dont le Bacteroides et le Fusobacterium. En termes de rentabilité diagnostique, je voulais vous montrer, donc c'est un article qui est assez vieux, mais c'est sur l'article de 91, c'était une étude en fait où ils ont pris les abcès pulmonaires et ils ont drainé par échographie à l'époque pour aviser diagnostic. Et c'est ce qu'ils ont appelé l'aspiration transthoracique dans leur article. Il y avait 35 patients, il y en a 33 qui ont eu cette ponction avec l'échographie. Et à ce moment-là, sur l'ensemble des 33 patients, ils ont isolé 65 germes. A contrario, sur les autres examens réalisés, finalement, le CBC et les hémocultures que tous les patients ont eu, il y a 7 et 2 germes. Et le LBA, il y en a 15 qui en ont eu, et il y a seulement 2 germes isolés. Donc, juste pour illustrer que finalement, vu le caractère encapsulé,
tous les prélèvements respiratoires standards, ça peut conduire en erreur si on interprète à tort qu'ils sont négatifs et donc qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans l'exploration. Sur une série marocaine, pareil, d'à peu près 100 patients, on se rend compte que finalement, il n'y a que 89% des patients qui sont fébriles au sens strict. Et sur la série brésilienne, où tout à l'heure on a étudié la microbiologie, il y avait 84% des patients qui avaient des blancs, avec une documentation anaérobie seulement de 50%. Et une contamination fréquente par la flore oropharyngée, où en fait ils avaient une différence entre ce qu'ils prélevaient dans la trachée et ce qu'ils allaient retrouver après dans l'abcès en microbiologie. Donc pour la stratégie thérapeutique, il y a plusieurs choses en fait. Il y a d'abord, on verra après, une stratégie chirurgicale d'emblée pour les indications bien précises. Sinon, c'est toujours le plan médical en premier avec l'introduction de l'antibiothérapie, puis la kinésithérapie aussi qui ne sera pas négligée. Et dans 11 à 20% des cas, les patients sont en échec de traitement médical. À ce moment-là, se discute un drainage. Deux attitudes, le drainage en radio-interventionnel où actuellement les patients qui ont ce type d'intervention c'est 4% de mortalité et la chirurgie avec une mortalité entre 11 et 28%, sachant que ceux qui vont à la chirurgie c'est forcément les abcès les plus compliqués et les plus graves. Concernant l'antibiothérapie probabiliste, il n'y a pas de schéma particulier finalement. En fait, c'est les antibiothérapies qu'on connaît, c'est l'amoxicilline, l'acide clavulanique ou clindamycine, métronidazole ou encore une C3G avec un aminoside associé au métronidazole. Ça, c'est pour les germes communautaires. Et puis, dans une situation nosocomiale, c'est de la piperacilline tazobactam et si un germe vancomycine ou inésolide. Donc, jusque-là, les antibiothérapies standards, pareil, en termes de posologie, je les ai pas remises parce qu'en fait, il ne proposent pas une posologie plus élevée du fait du caractère encapsulé de l'abcès. C'est les mêmes posologies que pour une pneumonie bactérienne. En termes de durée, c'est entre 4 et 6 semaines qu'il est proposé dans les différents articles, avec des contrôles d'imagerie réguliers, plutôt scanographiques. Là, il n'y a pas de schéma standardisé de fréquence de surveillance, mais ça va de 48 heures à toutes les semaines dans les différents articles. Concernant donc les différents drainages, donc, pour le moins invasif, le drainage radio-interventionnel, ce qui va déterminer cette technique, ça va être d'abord donc être en situation d'échec du traitement médical seul, comme on l'a dit. La taille de l'abcès, c'est plutôt discuté, puisqu'il y a des séries où ils ne drainent pas des abcès de plus de 4 cm et ils arrivent à avoir des patients qui guérissent. Donc ce n'est pas un critère strict. Il faut qu'il y ait une absence de drainage soit dans la bronche, soit en pleural. Et il faut, en théorie, exclure un cancer, qui serait une indication chirurgicale, avec la réalisation d'une fibroscopie en amont du geste de drainage. La technique en soi, c'est la pose d'un drain entre 10 et 14 French. Le rinçage, il est possible, mais pas obligatoire, avec une durée de drainage dans les différentes études entre 10 et 14 jours, avec, par rapport à la fibrinolyse, c'est pour l'instant assez controversé, mais globalement, c'est non recommandé sur l'argumentaire que c'est plutôt hémorragique et qu'il n'y a pas de réel bénéfice, en tout cas en l'état actuel des études. Pour développer un petit peu sur justement le drainage radio-interventionnel, il y a eu une revue un petit peu où ils ont repris de manière systématique. Alors c'est des vieilles études et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de cas en fait à chaque fois dans ce type dans cette pathologie d'abcès pulmonaire parce que finalement c'est pas très fréquent. Donc ça c'est en 2012, donc il a repris, là je vous ai présenté que les études qui avaient plus de 6 patients, parce que lui il a inclus aussi d'autres études pareil où il y avait 2, 3, 4 patients. Donc là on a celle où il y a plus de 6 et c'est juste pour illustrer qu'en fait finalement il y a un taux de succès qui est quand même pas mal, dans la limite effectivement de l'effectif, mais ça va de 100% jusqu'à 2 tiers des cas, avec un taux de complication qui peut aller jusqu'à 60% sur la dernière étude de 2009, qui est celle aussi où il y avait le plus de patients. Donc et alors, avant d'y venir, les complications qui étaient recueillies, c'était lié à la ponction, donc le pneumothorax, l'hémothorax, l'hémoptysie, et puis après la contamination liée aussi à l'insertion du drain, que ce soit la fistule bronchopleurale ou l'empyème avec des diffusions sur la plaie avant. Donc pour un petit peu détailler l'étude de 2009, donc sur les 19 patients, il y avait donc 8 patients qui n'avaient aucune complication. Alors, il y avait 5 pneumothorax, dont 2 qui avaient nécessité un drainage chirurgical, 2 patients qui avaient une fistule bronchopleurale et 2 une cavité résiduelle qui ont nécessité une sanction thérapeutique par une chirurgie.
et puis 2 patients qui avaient une hémoptysie mineure qui a juste été surveillée sans traitement. Et ils illustrent l'efficacité du traitement avec l'image du dessous, où on voit à gauche l'abcès initial qui est ensuite drainé avec le drain queue de cochon, et puis à droite la radio de thorax qui est une radio de thorax de contrôle en situation de succès thérapeutique à la fin du traitement, où on voit qu'il y a un drainage complet de la collection. Ensuite, concernant la chirurgie, pour en toucher 2 mots, les indications aiguës, alors formelles, c'est l'hémoptysie ou le choc septique non contrôlé sur cet abcès. Après, la fistule bronchique en fait partie, la rupture dans la cavité pleurale aussi. Après, c'est plus discutable. Ça va plutôt être l'hémoptysie, le critère de chirurgie en urgence, mais ça a été écrit comme ça dans les papiers. Et puis les indications chroniques, donc c'est l'échec de traitement médical. La suspicion de cancer, comme on l'a dit, la taille supérieure à 100 cm, pareil, c'est discuté, c'est pas un critère formel. Et puis alors après, encore plus flou, l'hyperleucocytose persistante malgré antibiothérapie, c'est écrit comme ça. Voilà, et en pratique, c'est une lobectomie en gold standard avec sinon possibilité de faire des résections atypiques de type wedge qui se voient aussi très bien. Donc on a regardé à Bicêtre un petit peu depuis 2013 les abcès pulmonaires. On a pris en fait sur l'informatique ceux qui étaient cotés abcès. Au final, on a 13 patients avec une courbe assez intéressante puisque finalement c'est assez stable entre 2013 et 2017. Il y a 2 cas par an, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et puis là, depuis sur l'année 2018 et début 2019, là, jusqu'au mois de mars, il y a déjà 5 cas. Donc on a, sur la population de ces 12 patients, on a regardé un peu qui c'était. C'est généralement des hommes, une cinquantaine d'années, et surtout l'indication d'hospitalisation. Il y avait un peu moins de la moitié, c'était des polytros. Et dans les motifs d'admission, sur la défaillance neurologique initiale, il y en avait pareil, il y en avait un peu moins de la moitié, 41% qui avaient un trouble neurologique à l'admission. Après, en termes de séjour, il y en a un tiers qui est décédé dans la réanimation, et puis ils étaient ventilés tous en médiane 28 jours. En reprenant les facteurs de risque des abcès qu'on avait vus au début du topo, là, avec notamment les troubles d'églution, tout ça, on a donc listé après ce qu'avaient les patients, et donc on avait là sur cette cohorte à la crème Bicêtre, on avait 58% des patients qui avaient une altération de l'atout, la moitié qui avaient donc des troubles de conscience, et puis il y en avait 5, les polytros, qui avaient des contusions pulmonaires à l'admission. Après, il y avait d'autres choses, comme les BPCO, il y en avait un quart qui était BPCO, et puis sinon après, le reste, c'était anecdotique. Les caractéristiques de l'abcès, c'était quand même des gros abcès, puisque en médiane, c'était 75 mm, principalement dans le lobe inférieur gauche, et pour 2 patients, ils étaient bilatérales, avec, au moment du diagnostic, donc en termes de documentation, surtout donc PDP pour 45%, des hémocultures dans plus de la moitié des cas. Et puis après, il y avait du LBA et de la plèvre sur des penchements pleuraux en fait, qui signaient la rupture dans la cavité pleurale. Et ce qui est intéressant de voir, en fait, quand on regarde les comptes rendus, c'est que il y en a 4, donc ça faisait 36% des patients, dont le diagnostic initial a été fait sur les hémocultures. C'est-à-dire patient fébrile, sans point d'appel, ou du moins en tout cas pas pulmonaire dans l'immédiat suspecté. Et puis une hémoculture qui pousse à un germe compatible avec un foyer respiratoire, et un scanner derrière pour chercher un foyer infectieux profond. Et à ce moment-là, il y a l'abcès qui est diagnostiqué. Et surtout, il y avait 27% des patients qui n'avaient pas de diagnostic microbiologique à l'issue des différentes explorations standards. Donc la microbiologie, elle était plutôt standard, du Staphylococcus meties, du Pseudomonas dans la plupart des cas, et le caractère bactériémiant donc dans 45% des cas, ces abcès, avec en termes d'antibiothérapie surtout de la tazocilline, puisque c'était des patients qui étaient en situation nosocomiale dans la plupart des cas. C'est leur histoire. Quels que soient les patients et les motifs, c'était toujours un petit peu... ils arrivent en réanimation, ils sont admis pour le motif qui est le leur, et puis ensuite, c'est dans un deuxième temps qu'allait se constituer cette problématique respiratoire. C'est jamais le motif d'admission initiale, l'image d'abcès.
avec un échec d'antibiothérapie quand même dans 45% des cas et une durée d'antibiotiques qui était de 3 semaines en médiane. Avec, en termes de stratégie thérapeutique, pareil, il y avait 3 patients qui ont été drainés, ça faisait 27%, et le même taux en chirurgie, et aucun patient n'a eu de radio interventionnelle qu'on avait développé un peu plus haut. Donc, pour proposer une meilleure prise, enfin, aller vers une meilleure prise en charge de ces patients qui sont assez rares mais qui sont graves, euh, déjà on peut voir sur les facteurs de risque, essayer de les identifier. Après, c'est vrai que c'est compliqué, notamment ici à Bicêtre avec toute la population de neurolésés, patients de neurochirurgie avec des atteintes bulbaires. Faut pas que ça soit un frein à l'extubation et que ça freine leur réhabilitation, mais c'est vrai que on peut se dire que c'est des patients qu'il faudra surveiller de plus près sur leur déglutition, sur leur toux, peut-être plus que d'autres patients. Après, en termes de diagnostic, finalement, on voit que les 3 critères de pneumopathie, qui sont la fièvre, les blancs et la radiographie, une image radiographique, on se rend compte que c'est assez peu sensible pour les abcès. Donc, est-ce que finalement, on ne prend pas du retard dans ce type de diagnostic et auquel cas, un scanner plus précoce permettrait de trancher plus rapidement. Et puis, on a vu qu'aussi qu'un prélevoir respiratoire négatif standard, tant qu'on n'est pas allé ponctionner l'abcès, ça n'infirmait pas finalement l'hypothèse d'une infection dans l'abcès pulmonaire. En termes de thérapeutique, on peut se poser la question donc de durée donc plus prolongée, donc qui s'approche plus des 4 à 6 semaines pour essayer d'être plus efficace. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à faire des dosages plasmatiques pour être plutôt dans la fourchette haute, vu qu'il y aura une capsule, enfin déjà en termes de diffusion, ce sera compliqué. Alors est-ce que il n'y aurait pas un intérêt à les doser pour vraiment les mettre sur la fourchette supérieure, quitte à, s'ils sont drainés, doser même l'antibiotique dans le drain, en fait, pour voir in situ l'efficacité. En termes de kinésithérapie, est-ce que c'est pas les patients, pareil, qu'il faut plus drainer c'est une question. Et recourir au drainage de manière plus précoce, peut-être, chez ces patients, parce que, comme on l'a vu, ils sont déjà à 75 mm crème bicêtre quand ils sont diagnostiqués. Donc, est-ce que ces patients-là, typiquement, une prise en charge en radio-interventionnelle permettrait pas à la fois de documenter et à la fois d'avoir un temps thérapeutique sur le même geste. Et puis après, en termes de prévention, pour le mécanisme primaire d'inhalation, finalement, c'est les mêmes recommandations que pour la pneumopathie acquise sous ventilation mécanique. Et puis après, pour le mécanisme secondaire, c'est le traitement en fait, d'un sepsis extrapulmonaire. Rien de particulier. Et donc pour conclure, je rappelle que c'est 5% de mortalité. Finalement, un filtrat pulmonaire avec toujours une image à la radio sous antibiothérapie, en l'absence de participation cardiogénique, on peut suspecter à ce moment-là un abcès. Se rappeler que le drainage radio-interventionnel, c'est un temps diagnostique et thérapeutique qui peut être intéressant. Et puis que la prévention est au premier plan, avec donc la prise en charge d'un facteur de risque. Et puis derrière, pareil, une kinésithérapie adaptée. Voilà, merci de votre attention.